Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'actualité, lundi à vendredi entre 19h et 21h. Dans une correspondance adressée au ministre de l'Eau et de l'Énergie, le 27 juin dernier, Jean-Pierre Kédi, directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, fait savoir à Gaston Elundou Essomba qu'il a atteint l'échéance de son mandat de 9 ans à la tête de Arcel, qu'il dirige depuis juin 2010. L'ingénieur électromécanicien demande vivement à sa tutelle technique de lui faire connaître la personne focale à laquelle, le cas échéant, il devra remettre les documents de passation de service puisqu'ayant déjà entamé la liquidation de la période transitoire. Jean-Pierre Kédi, dans son souci d'être en droite ligne avec la réglementation, rappelle au passage que le président du conseil d'administration, le directeur général adjoint des Arcel sont dans le même cas d'atteinte des limites de mandat. Établissement et entreprises publiques, une nouvelle ère. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Établissement et entreprises publiques, une nouvelle ère. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Roland Sapir. Roland, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. J'espère que nous serons à la hauteur des débats de ce soir. Alain, bonsoir également à tous les co-panélistes, Ahmed Kakak et Georges Sémé. Voilà, à côté de vous, Georges Sémé. Bonsoir Georges. Merci, bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs de votre plateau. Bien évidemment, je salue mes co-panélistes. Ok. En face, maître Simon Serge Kaka. Bonsoir maître. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et je ne veux pas oublier de saluer mes co-panélistes. Je pense que la thématique de ce soir va nous permettre d'éclairer l'opinion publique sur cette question qui cadre avec la dynamique de gouvernance qui doit véritablement servir de jalon pour l'émergence de notre pays. Voilà, je commence avec vous, Maître Kaka, on a vu ce qui s'est passé avec le directeur général adjoint de l'ISMP, Institut supérieur de management public, professeur Viviane Biolay. Maintenant, c'est Jean-Pierre Kédi qui semble. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Comment interpréter cet acte de Jean-Pierre Kédi? Non, ce que je peux vous faire observer de manière péremptoire, c'est Alain, c'est que c'est le président Biya qui nous a parlé de l'émergence de notre pays à l'horizon 2035. Permettez-moi de vous faire observer que lorsqu'on parle de l'émergence, il y a des piliers. Et le premier pilier de l'émergence, c'est la gouvernance. Et dans la gouvernance, vous savez, c'est une notion assez compartimentale. Mais on parle déjà de la gouvernance managériale. Parce que c'est la gouvernance managériale qui est le socle même de l'émergence d'un pays. Lorsque les entreprises publiques, lorsque les établissements du secteur public et parapublic ne respectent pas les canons de la gouvernance, le pays ne peut pas émerger. Donc de mon point de vue, ce qui s'est passé déjà en février dernier avec Madame professeur Biolay et ce qui vient de se passer avec Jean-Pierre Kédi veut tout simplement dire que c'est maintenant que le Cameroun commence à s'inscrire véritablement dans une logique de l'émergence à l'horizon 2035. Parce que ce que Jean-Pierre Kédi a fait rentre en droite ligne des exigences de la bonne gouvernance managériale. Vous savez, lorsqu'on parle de la gouvernance managériale, il faut le noter, c'est beaucoup plus la gouvernance par objectif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on nomme un manager, on tient d'abord compte de son profil. On se demande, est-ce qu'il a le profil pour gérer l'entreprise qu'on veut lui confier? Première chose. Deuxième chose, on lui confie un cahier de charges. On lui dit, on vous nomme pour atteindre tel objectif. Et la troisième chose maintenant, on lui donne un temps de travail, ça veut dire une durée. On lui dit, monsieur, on vous nomme pour 10 ans. Dans certains pays, on parle de mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ici, dans notre contexte, on parle de 3 ans renouvelables 2 fois. Éventuellement. Éventuellement. Ça veut dire qu'il peut être... Dans leur sens. Oui, non, éventuellement, ça veut dire que
ça ne peut même pas atteindre 9 ans. Oui. Ça peut partir vers les 6 ans. On peut le limoger. Ça veut dire que quand on le nomme, ça ne veut pas forcément dire qu'on va le laisser faire 9 ans, non. Il fait d'abord son mandat de 3 ans. Si on constate qu'il n'a pas atteint les objectifs qu'on lui a assignés, on peut lui retirer la confiance qu'on a mise sur lui, en le revoquant de ses fonctions. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce qui se passe là maintenant, c'est les exigences de la gouvernance managériale, qui est une gouvernance fondée sur les résultats. Donc on ne nomme plus les mananettes et nilo. Quand on vous nomme pour des objectifs précis et pour un temps précis. Si maintenant, au bout de ce temps, on se rend compte que vous n'avez pas réussi à atteindre les objectifs qu'on vous a assignés, soit on vous démet, soit vous-même, vous pouvez vous démettre. Parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe. Tout se passe comme si le directeur général, peut-être... Non, il n'est pas en train de se démettre, Jean-Pierre Kédi. Il rappelle juste qu'il est arrivé. Non, il y a un problème. Son mandat est arrivé. Cela peut être interprété de deux façons. Ok, oui, on va d'abord je voulais chuter juste pour dire que ça peut être interprété de deux façons. Oui. Parce que lorsqu'on vous dit, on vous nomme pour un mandat de 3 ans renouvelable 2 fois, éventuellement, cela veut dire que en réalité, on vous a confié des objectifs que vous devez atteindre. Si vous-même, vous vous rendez compte à un moment donné que vous n'avez pas atteint des objectifs, vous avez le droit de dire à l'autorité qui vous a nommé que je pense que moi-même je peux partir. Mais je pense que sur le cas actuel, il faut retenir que M. Jean-Pierre Kédi a posé un acte qui cadre avec ce qu'on appelle la gouvernance managériale. Et c'est cette gouvernance managériale qui va permettre à notre pays d'émerger à l'horizon 2035. Juste à côté de vous, Joseph-Marie Elundou. Bonsoir Joseph-Marie. Bonsoir et merci pour l'invitation. Voilà, cet acte de Jean-Pierre Kédi, comment vous le comprenez? Comment vous l'analysez, vous? C'est bien de me poser la question en termes de comment je l'analyse. Parce que là, comprendre l'acte est une autre chose. Oui. Je pense qu'il est bon qu'on fasse un peu d'anthropologie de l'entreprise au Cameroun pour comprendre que lorsque le pays a cédé l'indépendance, c'est un petit pays où l'État est le patron, où l'État donne, c'est ce qu'on appelle plus tard l'État vache à lait, qui crée des entreprises qui sont généralement des entreprises à la fois à caractère social. À l'époque, il fallait recruter les gens, il fallait donner du travail. Donc l'entreprise à l'époque n'avait pas le sens qu'on essaie de lui donner aujourd'hui, à savoir objectif de production, des entreprises qui vivaient effectivement de subventions, et des subventions même parfois venues d'ailleurs. Donc c'était vraiment cet État-là qui, jusqu'en 1990, effectivement, a vu les limites d'une telle gestion de l'entreprise. Donc l'entreprise d'État était donc devenue une entreprise insolvable, n'est-ce pas, qui ne pouvait plus tenir au regard des nouveaux enjeux qu'imposaient les nouvelles stratégies de gouvernance, notamment le retrait de l'État, n'est-ce pas, qui devait quitter le secteur productif pour laisser la place au secteur privé. Et bien entendu, cela, lorsqu'on est rentré dans les entreprises, pour leur donner la capacité de fonctionner par elles-mêmes, il se trouvait qu'elles n'avaient plus les ressources, elles n'avaient pas les ressources ni financières, ni même les capacités managériales, comme parlait quelqu'un tout à l'heure, en termes de qualité de manager, en termes même d'employés, c'est-à-dire les gens qui travaillaient n'étaient pas formés, c'était des amis que l'on recrutait comme ça. Donc, il n'y avait pas d'obligation de résultat. Avec donc l'arrivée de cette nouvelle gouvernance, il y a eu à mon avis, il y a des tares qui sont restés. Parce que normalement, l'État aurait dû se retirer, à mon avis, de tous les grands des entreprises, peut-être sur les entreprises stratégiques, même si ce n'est pas des entreprises, même si ce sont des entreprises de souveraineté qui ont été cédées. Mais moi, je pense que l'État aurait dû se libérer complètement. Parce qu'en fin de compte, nous assistons là d'abord à un premier problème, c'est un problème de déficit de monitoring général. C'est-à-dire qu'on a l'État central, qui est très fort au Cameroun, qui est dans un État gouverné d'en haut par un homme ou un groupe d'hommes qui doivent gouverner tout le système. Or, le système a besoin d'un monitoring à tous les niveaux. C'est-à-dire que dans le système actuel, le système de l'État central, c'est que c'est à partir du haut que tout se gouverne. Mais au fur et à mesure que les années sont passées, on a bien vu les limites également de cet État central qui ne peut plus, et en fait, tenir en termes de gestion globale du système. Cela donne quoi? Cela donne ce qu'on appelle généralement le laxisme,
Cela donne généralement ce qu'on appelle l'inertie. Et cela est producteur, bien entendu, de contre-production, hein, si vous me répétez. Donc, nous sommes dans là, voilà un peu, à mon avis, l'historique. Donc, aujourd'hui, il y a des sursauts. Il y a des sursauts. Et je connais personnellement Jean-Pierre Kédi, qui est un de mes camarades d'ailleurs, qui est, à mon avis, qui est quelqu'un de très, très, très avisé. Et je pense qu'il a bien compris que cette fois-ci, parce qu'il y a d'autres textes là qui ont été élaborés et publiés il n'y a pas longtemps. Lorsque vous aurez atteint la limite, désormais, vous devenez en fait obsolète. Vous ne pouvez plus en fait prendre des décisions. Vos décisions ne sont plus prises en compte. Et puis vous pouvez être poursuivi. Okay. Hein? Après ce donc Jean-Pierre Kédi est dans son rôle. Bien sûr, oui, il est en train, non seulement il est prévenant. Oui. Il se dit attention, il ne faut pas que je me retrouve dans des problèmes. À un moment donné, on ne sait jamais avec ce pays. Un jour, une escouade d'inspecteurs d'État peut débarquer et vous commencez à vous faire des problèmes. D'autant plus qu'il y a un conseil d'administration qui est supposé piloter cette affaire. Mais comme le conseil d'administration lui-même est souvent infesté, entre guillemets, hein, du personnel venant directement des grandes institutions que sont le Premier ministère, la Présidence de la République. Et comme ils ont là-bas, c'est des emponteurs où effectivement il y a toujours de l'argent à gagner, tout le monde s'est donc installé là-dedans. Et je pense que l'attitude de M. Kédi est une attitude à féliciter et qui, pour nous autres qui voulons introduire progressivement ou alors soutenir une idée d'une société civile vigilante, c'est un acte citoyen d'abord. C'est-à-dire, tout citoyen doit d'abord respecter la loi. Okay. Et si la loi dit une chose, vous qui êtes à la tête d'institution, vous devez être le premier à respecter cette loi. Roland Tapi, Maître Kaka évoquait tout à l'heure que lorsqu'on vous nomme, il y a le temps et des objectifs. Mais on a comme l'impression qu'on se limite juste, bon voilà, j'ai fait mes 9 ans, je m'en vais. Est-ce que les objectifs sont très souvent atteints? On ne regarde pas trop de ce côté-là. Évidemment, tout simplement parce qu'effectivement, celui qui nomme, généralement, ne nomme pas parce qu'il a en vue un objectif que l'entreprise doit atteindre. Il nomme généralement parce qu'il faut satisfaire, il faut récompenser généralement une tribu, un électorat et ainsi de suite. La même famille politique, peut-être. Aussi. Effectivement, je dois relever que même si la loi, que ce soit celle qui a été édictée le 19 juin, le décret présidentiel, ou celle qui existait avant, dit que le mandat d'un directeur général d'entreprise ou de PCA est de 3 ans. Ça, c'est ce que la loi dit. Mais Maître Kaka ne me démentira pas parce qu'en droit, on dit qu'il y a ce qu'on appelle le parallélisme de forme. Généralement, dans le décret qui nomme ces directeurs et ces PCA, il n'est pas précisé la durée de mandat, tout simplement. Et même si les 3 ans sont échus, 6 ans après, on suppose qu'il y a une condition tacite. 9 ans après, tant qu'il n'y a pas un autre décret, celui qui a été qui est bénéficiaire de ce décret se conforte dans sa position et dit, en fonction du parallélisme de forme, tant qu'il n'y a pas un autre décret qui vienne me démettre de mes fonctions, je reste là. Le problème qui se pose là, c'est celui du suivi de celui qui nomme. Qu'est-ce qu'il a en vue quand il nomme? Comme il n'a pas des objectifs précis, il ne surveille même pas ses objectifs. En conséquence, il ne sait pas si celui qui l'a nommé a atteint ses objectifs ou pas, du tout. Et comme cela se passe ainsi, les gens se perpétuent, se confortent dans leur position. Ce qui est en train de se passer maintenant, et ce qu'il faut saluer déjà, c'est que, heureusement que, comme on dit souvent, tout le monde ne peut pas être mauvais. Il y a parmi ces directeurs généraux ceux qui ont un sursaut d'orgueil, qui se disent que, mais attends, je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me dénomme. Il faut que je regarde la loi et ce que dit la loi. Parce que la plupart du temps, même ceux qui sont nommés ne connaissent même pas que leur mandat est limité à 3 ans. Parce que ne lisant pas la loi, leur décret n'ayant pas précisé cela, ils ne le savent pas du tout. Et ce qu'ils sont en train de faire, que ce soit Mme Biolay ou Jean-Pierre Kédi, ils sont en train de réveiller un peu l'administration, la présidence de la République qui a l'habitude de les nommer. Parce que si le président de la République qui nomme suivait
cela, ou bien que ces services qui sont autour d'eux, qui doivent l'aider à faire cela, étaient suffisamment pointus et méticuleux par rapport à un certain nombre de choses, on devrait toujours l'avertir 2 ou 3 mois avant que le mandat de tel est en train d'arriver à échéance pour lui permettre de lui faire des propositions. Mais personne ne s'en occupe. Il faut maintenant que ce soit celui qui est bénéficiaire du décret qui se lève pour dire que non, mon mandat est en train d'arriver à tel. Mais c'est une incongruité. Ça n'a pas de sens. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est bien que cela ait un sursaut d'orgueil, mais c'est toujours regrettable que ceux qui nomment n'aient pas d'objectif et ne fassent pas de suivi par rapport à leur nomination, au point d'oublier des gens qui fassent finalement près de 40, 30 ans à un poste où ils sont supposés faire maximum 9 ans. Voilà. Et Jean Semé, depuis ce matin, il y a une longue liste qui circule des DG, des PCA qui devraient, de guillemets, faire comme Jean-Pierre Kédi. Mais en même temps, on évoque le parallélisme de forme. Dans cela, ils attendent que le même décret qui les a mis là, les données. Vous faites allusion au journal Essingan qui a mis en affiche un certain nombre de directeurs généraux à qui il a donné, je crois, 2 mois pour démissionner. Ça rentre évidemment en droite ligne avec cette dynamique qui a été lancée d'abord par le professeur Birolet. Démissionner ou bien faire savoir que leur mandat est arrivé à terme. Ça rentre donc dans cette dynamique qu'a lancé le professeur Birolet et que a accentué M. Jean-Pierre Kédi. Personnellement, je pense que c'est un acte très courageux de la part de ces 2 responsables supérieurs d'État parce que avec l'hypercentralisation de notre pouvoir, il y a parfois au sein de notre administration la peur de la hiérarchie. Et rappeler à sa hiérarchie que son mandat est arrivé à terme, je crois que c'est un acte courageux. Mais c'est également un acte inédit. Un acte inédit parce que je ne vois pas beaucoup de responsables supérieurs d'État ou alors des directeurs généraux qui rappellent à leur hiérarchie que, écoutez, je ne réponds plus légalement à ma charge, il faut tirer toutes les conséquences. Donc, c'est bien pour nous, pour la gouvernance, comme le disait Maître Kakak. Sur le parallélisme des formes, c'est le président de la République, bien évidemment, qui nomme les directeurs généraux des entreprises publiques et des établissements publics. C'est encore lui qui devrait respecter la loi du 12 juillet 2017 que lui-même a signée. Il devrait le respecter. C'est pour ça qu'on parle de parallélisme des formes. Il y a donc un problème de suivi, que ce soit de la part du chef de l'État qui nomme, mais également il y a une sorte de dysfonctionnement au sein même, soit de l'entreprise publique, soit de l'établissement public, parce qu'il y a un conseil d'administration qui devrait en réalité veiller au bon fonctionnement de cet établissement public ou alors de l'entreprise publique. Donc, la responsabilité ici est à partager entre le président de la République qui nomme et le conseil d'administration qui devrait en réalité tirer toutes les conséquences d'un mandat qui est échu, un mandat de directeur général qui est échu. Et malheureusement, on se rend compte que certains directeurs généraux passent plus de 9 ans à la tête de leur pension, mais également les présidents des conseils d'administration eux-mêmes, dont le mandat qui ne devrait pas dépasser 6 ans, ceux-là même sont encore là à diriger cette entreprise au-delà de ces 6 ans. Donc il y a un dysfonctionnement administratif qui devrait en réalité être réparé par celui qui est l'alpha et l'oméga des décrets dans ce pays, et vous savez de qui je parle bien évidemment. Voilà, Maître Kaka, pour le cas de Arcel, Jean-Pierre Kédi dit que même le PCA se trouve dans la même situation que lui. Le DGA aussi. Justement, est-ce qu'il a mandaté le directeur général de parler Non, je pense que en fait, comment on peut interpréter ça? Est-ce que le PCA et le DGA comment ils peuvent accueillir cette... Non, en fait, je pense que la question que vous me posez là cadre avec la dernière préoccupation de Jean Semé, qui semblait dire tout à l'heure qu'il y a des responsabilités partagées entre le président de la République, qui est l'autorité qui nomme ses directeurs généraux, et le conseil d'administration. Mais en fait, non. Le vrai problème ici, c'est quoi? Je pense que si le directeur général, Jean-Pierre Kédi, a tenu à faire observer que même son PCA est dans la même situation que lui, c'est parce que les gens se seraient attendus qu'il s'adressât plutôt
au PCA pour dire que moi, mon mandat est arrivé à terme, je ne peux plus continuer. Vous comprenez? Bon, mais comme il sait que son PCA est dans la même situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est plutôt adressé à son autorité de tutelle technique. Voilà. Parce qu'il faut distinguer ici entre la tutelle technique et la tutelle financière. La tutelle technique de l'ARCEL, c'est bel et bien le ministre de l'eau et de l'énergie et le ministre Gaston Lunda Somba. Bon, quand le directeur général prend sur lui de s'adresser à son autorité de tutelle. Non, l'article 17 demande d'informer toute cette chaîne. On dit... il y a des ampliations. Voilà, le PCA doivent systématiquement informer leur administration, les organismes de représentation, ainsi que le ministère de tutelle technique. Oui, mais sauf que je pense qu'il y a une espèce de vide juridique sur ce point précis que M. Kedi essaie d'exploiter. Oui, lequel? Non, le vide juridique, c'est qu'on n'a pas dit que le PCA qui est aussi dans la même situation que le DG. Parce que en réalité, c'est ça. À partir du moment où les deux mandats sont arrivés à échéance, ça veut dire que même le PCA, en réalité, n'a plus d'autorité. Il est déjà, son pouvoir est caduc. Donc, à ce moment précis, la seule autorité à laquelle monsieur le directeur général doit s'adresser, c'est l'autorité de tutelle, qui, soit dit en passant, sert de courroie de transmission entre l'autorité de nomination. Oui, parce qu'en fait, c'est ça même le rôle de l'autorité de tutelle. Tout à l'heure, il parlait de laxisme du PCA et de la présidence de la République. Mais moi, je parlerais même beaucoup plus du laxisme de l'autorité de tutelle. Parce que c'est lui qui doit attirer l'attention du chef de l'État. Parce que c'est lui qui sert de courroie de transmission entre le chef de l'État qui nomme et le directeur général. C'est lui qui doit rappeler de temps en temps au président de la République que le mandat du directeur général de telle société est en train d'arriver à échéance pour que la présidence de la République prenne des dispositions. Donc, de mon point de vue, ce qui est intéressant ici, et ça, je vais un peu revenir sur ce que Roland Tchapi disait tout à l'heure. Vous savez, ce qui se passe, c'est que depuis que l'État a décidé de se désengager du secteur productif de notre économie, le souci de la rentabilité des entreprises a commencé à être pris en considération. C'est pour ça que lorsque nous revenons 20 ans en arrière, lorsque vous prenez la loi numéro 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des entreprises du secteur public et parapublic au Cameroun, l'un des points les plus importants de cette loi, c'est qu'on a tenu à faire fonctionner toutes les sociétés, toutes les entreprises du secteur public et parapublic sous la forme juridique de sociétés commerciales, sociétés anonymes. On vous dit dans cette loi qu'il y a 3 types d'établissements relevant du secteur public et parapublic. Premier type, les établissements publics administratifs, où l'État est actionnaire à 100%. Après, on vous dit qu'il y a les sociétés à capital public. L'État également est actionnaire à 100%. Et ensuite, en troisième lieu, on vous parle des sociétés d'économie mixte. Là, l'État est actionnaire avec le privé. Ça veut dire que l'actionnariat est détenu par le privé et par l'État. Ça n'existe plus. Mais seulement, qu'est-ce qu'on a dit? Que toutes ces sociétés doivent fonctionner sous la forme de sociétés anonymes. Société anonyme veut dire société commerciale. Ça veut dire que ces sociétés doivent fonctionner en respectant les règles du droit privé. C'est quoi? Parce qu'ici, il faut respecter les formes juridiques pour que la société soit rentable. Et maintenant, le deuxième volet de cette rentabilisation, c'est quoi? C'est que, effectivement, les directeurs généraux qui sont désormais nommés ont des objectifs à atteindre et dans un temps précis. Voilà. S'il n'atteint pas ces objectifs, on estime qu'il a échoué, mais quand même on lui donne la possibilité de faire son auto-bilan. Ça veut dire qu'à un moment donné, lui-même va faire son auto-évaluation pour dire que est-ce que j'ai atteint les objectifs. À ce moment-là, lui-même peut parler devant pour dire que monsieur l'autorité qui m'a nommé, objectivement, je n'ai pas atteint mes objectifs, je préfère déposer. Mais ça n'arrive pas, beaucoup parlent plutôt du temps. Oui, non, on estime que, pourquoi on parle du temps? Parce qu'on estime que quand on nomme un directeur général qui est surveillé, à qui on donne des objectifs à atteindre, on se dit quand même que quel que soit l'âme, comme on dit en mathématiques, si au bout de 9 ans tu n'as pas atteint les objectifs, ce n'est pas au bout de 20 ans que tu vas les atteindre. Bien au contraire, tu vas même devenir plutôt dangereux, non seulement pour la société, mais aussi pour le pays en général, parce que, comme le disait tout à l'heure le grand frère Lundo, Joseph Marie Lindo, oui. Vous comprenez?
Le problème est que lorsque vous faites 10 ans, 20 ans à la tête d'une société, vous devenez improductif, vous devenez contre-productif et vous devenez dangereux pour la société. Parce qu'à un moment donné, vous êtes même frappé de sclérose. Ça veut dire que vous êtes en panne d'imagination. Vous ne pouvez plus rien faire pour la société. C'est pour ça que, pour ceux qui les nomment et qui leur donnent des objectifs, on leur dit... Donc est-ce que c'est à la personne qu'on doit faire le reproche? C'est celui qui l'a nommé. Oui, mais il y a le parallélisme de forme refait surface une fois de plus. Non, le parallélisme de forme refait surface. Mais moi, je pense que le problème ne doit pas se poser. Oui. À partir du moment où le directeur général a le droit de saisir l'autorité de tutelle qui va certainement s'en remettre à l'autorité de nomination, c'est pour dire que je vous saisis pour que vous transmettez à qui de droit que mon mandat est déjà caduc. Voilà. À ce moment-là, l'autorité de nomination va prendre ses responsabilités en nommant quelqu'un d'autre à sa place. Moi, je pense que c'est ça. Voilà, justement, en parlant de cette... Lorsqu'on informe, c'est pour permettre à la personne qui a nommé de planifier le remplacement. Pour revenir au cas du professeur Biolay, c'est le 28, elle a dit que le 28 février 2019, son mandat est arrivé, et le 6 mars, on a nommé quelqu'un d'autre. C'est ce qui risque de se passer ici? De toute façon, le cas de Biolay nous a aidés parce que je me suis intéressé au cas de Mme Biolay. Mme Biolay, on n'a pas voulu qu'il parte. Oui. Au cas du conseil, vous comprenez? C'est-à-dire que il y a une sorte d'attitude de complicité au sein de ces institutions-là qui sont... il y a comme une sorte d'omerta, n'est-ce pas, qui entoure l'institution. Le conseil d'administration est de connivence avec la direction générale, donc ils se tiennent. Et lorsque Biolay a demandé, j'ai enquêté un peu sur la question, on lui a dit, mais quel est ton problème? Pourquoi est-ce que tu veux partir? Voilà. Ouais? Qui t'a dit de partir, hein? Il dit, mais écoutez, moi, je suis dans une entreprise, il y a la loi, j'ai lu la loi, moi-même je suis expert en management. Je crois que devrais être la première personne à donner l'exemple. Et donc, il se trouve que, je pense que ce que je suggère toujours, c'est qu'on passe au-dessus des hommes et de leur petite turpitude. Les gens, tout le monde, les gens, ils ont faim. Parfois, il y en a qui ont faim étant à table même, hein, même en mangeant, quoi. Ils ont peur de l'avenir. Le pays fonctionne avec cette sorte d'angoisse existentielle de tout le monde, y compris les gens que l'on admire. Donc, qui ont peur, par exemple, de la retraite, qui ont peur de sortir, qui ont fait 10, 15, 20, 30 ans. Mais à la 30e année, ils se comportent comme si c'était arrivé hier à ce poste-là. Bien entendu, sur le plan de la gourmandise et de tout ce qui entoure ce poste. Je crois que moi, je ne veux pas encore attribuer la responsabilité, mais je voudrais m'intéresser au fonctionnement de l'affaire. À l'intérieur du conseil d'administration, tel que c'est structuré, normalement, les membres du conseil ne sont pas choisis au hasard. En règle générale, la présidente de la République a son représentant. Oui. Le Premier ministre. Le Premier ministre a son représentant. Donc, la structure en elle-même a été conçue pour avoir les garde-fous nécessaires et des pôles d'information suffisamment dynamiques et efficaces. En ce que ce sont des gens qui travaillent au cœur du système gouvernant, qui devraient pouvoir remonter de manière systématique. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que la courbe des responsabilités devrait être tranchée en deux. Voilà, donc pour moi, moi qui suis quelqu'un qui pense que moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui attribuent tout au président de la République. Pour la simple raison que je pense que nous devons commencer à devenir des citoyens normaux. Mais vous ne pouvez pas voir, cette affaire est globale. C'est un pays qui fonctionne sur la forme d'une tolérance générale. Une tolérance qui n'est pas bonne pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des strapontins ou qui ne sont pas dans le système clientéliste. Donc, il est question aujourd'hui de rendre un système fiable, un système intègre. Et je ne peux pas comprendre, chers panélistes, que quelqu'un soit à ce poste et qui ne connaisse pas les dispositions du texte. Et ceci, à ce moment-là, ce serait une insulte à leur intelligence. Et je pense qu'ils lisent ça, minimalement. Et d'ailleurs, vous remarquerez d'ailleurs que quand ils veulent débarquer quelqu'un, ils le font. N'est-ce pas? Vous le savez. Ça va très vite. On a vu des cas ici où quand ils veulent débarquer quelqu'un, non, ils ont le pouvoir. Donc il ne faut pas trop aussi accuser le président de la République qui, en termes d'institution,
en termes d'institution, parce qu'il faut éviter de croire que c'est l'homme, c'est l'institution là, qui a mis des garde-fous qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que si vous êtes chez vous, et vous mettez quelqu'un... Qu'est-ce qu'on fait lorsque les garde-fous ne fonctionnent pas? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que il faut maintenant renforcer ces garde-fous. En mettant effectivement des sanctions. Voilà. Il faut mettre des sanctions. Voilà. En disant, monsieur, lorsque votre délai... D'abord, il faut qu'on évalue tous les 3 ans. N'est-ce pas? Qu'on fait une évaluation. Et que cette évaluation soit rendue publique. Et qu'on dise que monsieur, maître Kak a été pendant 3 ans, il devait construire 3 maisons. Il a construit les 3 maisons. Ou alors il a construit 2 maisons et demie, mais on peut encore lui laisser le temps de faire, pour finir. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille et qui nous a rendu compte des difficultés qu'il a reçues, etc. Et il repart. 3 ans après, on revient. Et 3 ans après, enfin, la 6e année, on lui dit, c'est le dernier. Et tout le monde voit ça venir. Mais si on reste dans une sorte de flou artistique général, où, évidemment, les petits copains, si mon ami est proche du secrétaire général, ou bien proche du Premier ministre, ou alors m'a nommé parce que nous appartenons, il y a un tas de choses auxquelles on peut appartenir en même temps, et qui font qu'on me laisse faire ce que je veux. Et c'est pour ça que j'ai dit, insistons sur la question de l'institution. L'institution présidentielle telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est caduque. Elle ne peut plus assurer en termes de suivi permanent le monitoring de l'ensemble du système. La forme de l'État. Voilà, c'est pas la forme de l'État. La modèle institutionnelle et politique, il faut revoir ça. Et maintenant, à l'intérieur même, faire en sorte que l'on entre dans les détails. Lorsqu'une entreprise doit produire, une entreprise qui fonctionne avec les moyens de citoyens, et là, il faut interpeller les citoyens qui devraient absolument s'intéresser au fait que c'est eux qui mettent les moyens, effectivement, pour que les entreprises... C'est Roland Tsapi qui a la parole, mais vous avez demandé juste, ne soyez pas long. Oui, c'est juste une parenthèse. Parce que Roland Tsapi doit intervenir. C'est juste une parenthèse pour corroborer ce que disait tout à l'heure M. Lundou. En fait, je pense qu'effectivement, le ménage doit être fait au sein du conseil d'administration. Mais il y a quand même quelque chose qui me semble assez incongru, qui n'est pas tolérable dans un pays qui veut émerger. Parce que l'une des choses qui fragilise le conseil d'administration, c'est que vous constatez que le DG et le PCA sont nommés le même jour, dont les deux ont le même décret. C'est-à-dire que leurs mandats sont totalement liés. Le vrai problème, c'est quoi? Parce que le problème que nous avons là avec M. Kedi, pourquoi M. Kedi n'a pas saisi son PCA? Parce qu'il prétend que son PCA est dans la même situation que lui. Alors que si son PCA avait été nommé, ne serait-ce que 6 mois après lui, vous convenez avec moi que les 2 mandats ne seraient pas liés. Et à ce moment-là, le PCA a suffisamment d'autorité pour prendre des décisions concernant le DG, pour attirer l'attention de l'autorité de nomination sur la fin du mandat de son directeur général. Mais comme les deux sont nommés le même jour, vous l'avez vu hier, à l'université dans les universités, on nomme les PCA et les recteurs le même jour, donc leurs 2 mandats sont liés. Vous oubliez Camerco? Oui, c'est la même chose qui s'est passé à Camerco. Voilà. C'est toujours... Et ça, c'est pour moi une incongruité terrible. Roland Tsapi, justement sur cette situation, ils peuvent aussi démissionner, hein, le manager. Vous savez, la démission, ce n'est pas la chose qu'il faut le plus attendre des Camerounais, des managers camerounais. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, ceux qui sont à ces postes ne sont pas nommés forcément sur la base des critères de performance. Tout à fait. C'est quand vous êtes à un poste que vous n'avez pas demandé, où vous donnez du meilleur de vous-même, que vous n'avez pas peur ni de la retraite comme M. Elundou disait tout à l'heure, parce que vous savez que en dehors de ça, vous avez encore des compétences que vous pouvez faire prévaloir ailleurs et sous d'autres cieux. C'est quand vous êtes là par clientélisme que vous faites tout pour vous accrocher. Et pour revenir au thème de ce soir, est-ce que c'est une nouvelle ère pour les entreprises? Je peux vous dire, je peux vous garantir que ce n'est pas possible que ce soit une nouvelle ère. Pourquoi? Parce que l'exemple de Biouelé et de Jean-Pierre Kedi, je suis sûr que ça fait mal dans le système. Je veux dire, parmi leurs collègues directeurs d'entreprise, il y en a beaucoup qui doivent se fâcher de ce qu'ils sont en train de faire.
Les derniers textes, les derniers décrets du 19 juin 2019 qui redéfinissaient les modalités de rémunération des directeurs généraux et PCA, quand vous regardez très bien, vous voyez très bien que les entreprises sont catégorisées en au moins 4 ou 5 en fonction du chiffre d'affaires annuel. 5 milliards, 10 milliards, 50, 100. Et il y a des entreprises qui font 100 milliards de chiffre d'affaires par an, dont la modalité de calcul des salaires, par exemple, les place autour de 12 à 13 millions de francs par mois. C'est l'exemple de la CNPS, par exemple, c'est l'exemple de la Sonara, de la CNH. Vous ne pensez pas que c'est ceux-là qui vont se lever un matin et dire, comme Jean-Pierre Kédi ou Biwele, que mon mandat arrive à échéance dans 3 mois là. Ils ne sont pas prêts à laisser tomber autant d'avantages. Ce qui veut dire que pendant que ceux-ci sont en train de relever ou bien de remettre au goût du jour la question du respect de la loi de la bonne gouvernance, ceux-là doivent sûrement se demander que celui-ci, il sort d'où, il pense qu'il est qui là. Il est en train de nous gâter le Congo en quelque sorte. Et il ne faut pas attendre justement que c'est de ceux-là que vienne la réforme. Pour que les lignes soient bousculées, on parlait tantôt de revoir la composition même du conseil d'administration. Mais je dois dire, contrairement à ce que l'aîné, M. Elundu, dit, la forte centralisation, ou plutôt le centralisme va rester poussé parce que, voyez-vous, le conseil d'administration, même comme il est composé des membres venant de plusieurs tutelles administratives, président de la République, ministère et tout ça là, il n'en reste pas moins vrai que c'est le président de la République qui constate en fin de compte la composition de ce conseil d'administration. Ça veut dire que s'il n'est pas d'accord pour la présence de quelqu'un X ou Y dans les propositions qui lui ont été faites, il reste libre de ne pas signer le décret de constatation du conseil d'administration. Ce qui veut dire quoi? Que, in fine, c'est l'institution présidente de la République là qui contrôle d'une manière ou d'une autre la composition de l'équipe. Et comme c'est fait ainsi, il est difficile qu'ils prennent leurs responsabilités à l'intérieur ou bien qu'ils disent à un moment donné que non, moi je suis le représentant de la tutelle technique, voici ce qui devait être fait parce que d'une manière ou d'une autre, ils sont un peu redevables à l'institution présidence de la République, en quelque sorte. Donc, vous voyez que finalement, si, et il faut le dire ainsi, si on n'a pas une gouvernance proactive à la fin, qui sache que le mandat de tel finit au mois de décembre, et qu'au mois de juin déjà, on fasse comme on fait dans d'autres démocraties, on désigne un nouveau directeur général qui commence à travailler un peu à côté du directeur existant pour qu'il lui passe la main au moment venu. Ça ne va pas fonctionner. Mais ça ne continuera pas à fonctionner parce que l'inertie que le président de la République lui-même a dénoncée, il en est le principal acteur. C'est lui qui nomme, c'est lui qui devrait in fine dénommer. Quel que soit le processus qui amène à cette nomination, on retient qu'il n'a pas encore changé et donc le gars reste là. Ok. Et Jean Sémé, est-ce que les cas professeur Biwele et Jean-Pierre Kédi peuvent comme ça faire tache d'huile? Est-ce que dans la longue liste qu'on a vue qui défile depuis ce matin, beaucoup d'ici lundi, mardi, vont eux aussi faire comme Jean-Pierre Kédi et professeur Biwele? Je pense que depuis la signature du décret du 12 juillet 2017 qui porte statut général des entreprises publiques et des établissements publics, quelque chose a déjà bougé. Et celui du 19 juin 2019 est venu repréciser l'application de ces modalités. Il y a donc eu ces faits majeurs du professeur Biwele et de Jean-Pierre Kédi qui me confortent dans l'assertion. Oui, mais ça me conforte quand même dans l'assertion que quelque chose est déjà en train d'être fait au sein de cette intelligentsia qui contrôle les entreprises publiques et les établissements publics. Mais la problématique ici n'est pas les personnes. C'est le cycle d'un décret. Parce que ces personnes, prenons le cas du professeur Biwele, elle est arrivée à mandat échu, elle a rappelé à sa hiérarchie que son mandat est terminé. C'est la fin d'un cycle. Mais elle peut être renommée pour un autre cycle. Donc c'est le problème d'un acte administratif qui devrait venir mettre un terme, constater qu'un cycle de 9 ans est terminé. Est-ce que vous comprenez la nuance? Voilà. Donc, je pense qu'il appartient donc au président de la République, bien évidemment aidé par le conseil d'administration,
qui devrait quand même en réalité dans son fonctionnement lui rappeler qu'il y a tel ou tel dysfonctionnement qui est observé dans telle ou telle entreprise publique ou établissement public, qu'il faut désormais prendre les décisions conséquentes. Mais malheureusement, cela n'est pas fait. Et je suis parfaitement d'accord avec mon confrère Tiapi qui pense que c'est le président de la République qui nomme et c'est lui qui devrait constater effectivement qu'il y a dans telle ou telle entreprise un mandat qui est arrivé à son terme. Voilà. Oui, mais Telundo? Oui, je ne pense pas qu'on va se lancer là-bas la responsabilité. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que les citoyens doivent être les premiers responsables de leur pays. Parce qu'en fin de compte, le chef d'État est un citoyen. Vous savez, le peuple américain a l'autorisation de porter des armes. Vous savez pourquoi? Si le président dérange, ils peuvent le débarquer. Le peuple est armé. C'est-à-dire que notre peuple n'a pas les armes, mais notre peuple a même un problème, c'est qu'il n'est même pas intéressé. Personne ne se rend même compte que 3 ans sont passés quand on a nommé quelqu'un. Il y a une faiblesse de monitoring général. La société civile, les sociétés politiques, les intellectuels, on doit questionner en permanence la qualité même des hommes qu'on met dans un conseil d'administration. Prenez la Sonara, vous prenez un conseil d'administration qui est truffé de gens qui n'ont jamais approché une machine, qui n'en savent rien du tout, qui ne peuvent pas lire un compte d'exploitation. N'est-ce pas? Mais parce que le système de clientèle générale, clientélisme, qui est installé et qui est même défendu. Il y en a qui s'arc-boutent pour dire que c'est un bon système, qui refusent. On dit non, vraiment, la compétence là, tout le monde perd compétent. J'ai lu des articles. Non, vraiment, il n'y a pas une tribu qui a la compétence. Mais on a quand même vu au football parfois, ici, une équipe composée de Bassa, qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Mais c'était pas parce qu'ils étaient Bassa, c'est parce qu'ils étaient de bons footballeurs. Non, non. Vous comprenez? Donc, je pense que si on arrive à se départir de nos petits problèmes villageois, parce que nous avons ces problèmes, ces instincts qui nous animent, dire qu'à la tête d'un conseil d'administration, quand on prend le cas de la CNPS par exemple, la CNPS est une entreprise qui appartient à des travailleurs. Normalement, ils doivent nommer leur président de conseil. Normalement. C'est-à-dire, les actionnaires majoritaires, si on veut donc fonctionner dans les règles de l'art, c'est eux qui imposent leur président de conseil. Ou même un conseil. Peut-être c'est les différents syndicats qui donnent chacun un membre du conseil. De sorte que ils ont à tout moment, si tu ne fonctionnes pas bien, la possibilité de vous démettre. Or, quand on parle incongruité pour incongruité, il y a là une sorte de, je veux dire, de mélange de genre, une sorte de syncrétisme entrepreneurial où on retrouve un chef d'État un État qui ne donne pas l'argent quelque part, mais qui nomme un conseil d'administration. Comment on explique ça? Donc, la ligne de réflexion à faire aujourd'hui est qu'il faut mettre sur la place publique. C'est pour cela que je fustille toujours nos intellectuels, nos experts, qui ne se constituent pas en groupement, pour remettre, par exemple, tous les années, un élément probant pour les entreprises publiques, par exemple. Il faut qu'il y ait des gens qui s'asseyent, travaillent, font des rapports sur l'entreprise publique, sur les entreprises privées, et on attend. Les gens nous donnent l'impression que le décret chef d'État est supérieur à la loi. Et j'ai l'impression que vous m'avez donné cette impression, M. Tiapi. Lorsque vous prenez, par exemple, la loi fondamentale, lorsque la loi fondamentale a posé une loi, pendant des années, on attend un décret présidentiel d'un homme. Pourquoi la société civile, pourquoi les intellectuels ne se lèvent pas comme un seul homme et disent, on applique ça? On me nomme ministre demain. Je dois me lever et je m'en vais appliquer l'article 66. Je me lève, je dis, bon, je suis ministre, je veux devant la Cour des comptes où moi je veux mettre et donner mes biens. Sauf que M. Elundu, la disposition de la Constitution dit que il faut un décret d'application. C'est un décret qu'on attend de précisément, je vous dis que, précisément, ce sont les incongruités développées par un système, un clan de mafia. En conséquence, si vous nommez ministre, vous n'aurez pas où aller déclarer vos biens. Non, si, à la Cour des comptes. Il faut d'abord le décret d'application. Je vous dis que le cas, par exemple, de ces chefs d'entreprise, oui. Moi, je vois des gens, des activistes,
qui un matin viennent avec leur pancarte devant une institution en disant le directeur général qui est ici dedans n'a plus de place. On fait suffisamment de boucan autour. Parce qu'il faut que ce peuple se réveille pour lui-même, pour lui, pour son pays. Pour qu'effectivement... Non, c'est pas grave. La police viendra. Mais je peux vous rassurer que... La police viendra. Mais je peux vous rassurer que le Bureau international du travail, etc., les gens qui connaissent ces choses-là, on va se rendre compte qu'il y a un réel problème de gouvernance dans ce pays. Et le directeur général lui-même va se trouver en porte-à-faux par rapport à sa conscience, s'il en a une, mais au moins par rapport à l'environnement du travail qui va devenir plus ou moins délétère. Maître Kaka? Oui, moi je suis entièrement d'accord avec le développement de M. Lundu, parce qu'en fait, pour répondre à votre question, celle de savoir si effectivement la décision prise, bien l'initiative prise par M. Kedi, marque le début d'une nouvelle ère. Moi je répondais par l'affirmative. Parce qu'en réalité, comme il l'a si bien relevé, il faut que vous notiez que le vrai problème de ce pays, c'est que le peuple ou bien les populations de notre pays sont totalement ignorantes. Et beaucoup d'entre nous ne jouent pas leur rôle. Tout à l'heure, il a parlé de la société civile. Moi, je parlerai même de vous, les journalistes. Je suis convaincu que depuis que le dernier décret a été pris par rapport à cette limitation de mandat, je ne suis pas sûr que les journalistes, que vous êtes des grands journalistes, que vous avez plus sur vous d'aller enquêter sur la situation de nos directeurs généraux qui étaient, par exemple, en fin de mandat. Cela a été fait. Bon, voilà. Maintenant, donc, si cela est donc fait, vous devez commencer à tempêter. C'est-à-dire que l'initiative prise par M. Kedi nous donne l'occasion de nous réveiller maintenant pour commencer donc à enquêter, aller en profondeur pour connaître la situation de chacun de nos directeurs généraux. Non, mais je veux juste dire une chose, que ce que tu dis c'est vrai, sauf que quand on le fait pour un certain type d'entreprise, ça n'émeut personne. Par contre, je dois quand même dire qu'il y a certaines institutions étatiques pour lesquelles ce mandat est respecté à la lettre parce qu'effectivement la presse veille et la société civile aussi. Et les camps par exemple, à 2-3 mois du mandat, la presse commence toujours à tempêter parce que ça cristallise les attentions, que ça concerne quand même une élection qui va, je vais dire quoi, intéresser tout le monde. Mais maintenant, quand il s'agit des domaines sectoriels, on aura beau dire quelque chose avant, ça n'a pas toujours la même ampleur que quand on parle. Non, je pense que peut-être... Donc, on a toujours dénoncé la présence un peu trop longue. Vous voyez, il y a le guichet unique du Cameroun dans ce pays, par exemple. Depuis qu'il a été créé, il a presque été confié à quelqu'un à qui on a fait cadeau. On n'en parle pas du tout. Oui, mais c'est vous, justement. On en parle justement. Justement, vous êtes en train de... On ne sait même pas si le guichet existe en tant qu'institution. Voilà. Je pense que je voulais juste chuter pour dire qu'en réalité, ce que M. Kedi vient de faire nous ouvre grandement les yeux. Et que désormais, nous tous, parce qu'en fait, ce pays, il faut que les gens le sachent, c'est la propriété de tous les Camerounais. Ce n'est pas la propriété du chef de l'État seul. Donc, nous tous, nous avons désormais l'obligation de suivre comment les affaires publiques sont gérées dans notre pays. Donc, quand on nomme un directeur, il y a eu des nominations. Commençons déjà à prendre des calculatrices, ayons compte. Oui, il gère le bien social. Oui, mais bien sûr. Donc, il sait désormais que... Et puis, il faut que cela soit dit ici. Les directeurs généraux, là, tous ceux-là qui bénéficient de la confiance chef de l'État, ils ont ce qu'on appelle l'obligation de redevabilité. Ils doivent nous rendre compte. Donc, ils gèrent les affaires pour nous. Donc, tous les Camerounais doivent désormais devenir très vigilants pour savoir que tel directeur général qui gère une société d'une importance capitale, d'une importance névralgique pour notre pays est en fin de mandat. Et cela doit être dit pour que le chef de l'État en soit informé, parce que parfois il n'est même pas informé. Ok. Madame, Monsieur, nous allons donc marquer une pause, le temps de faire un tour dans le studio pour rencontrer Cédric Noufélé qui va présenter pour vous, et pour nous également, la grande édition d'information de 20h. Bonsoir Cédric, le sommaire. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous vous donnerons les dernières nouvelles concernant des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun arrêtés il y a quelques mois et dont certains ont été libérés. Ce soir, vous les suivrez en exclusivité s'exprimer en ouverture de ce journal après près de 6 mois passés en prison. Cependant, Maurice Kamto, des cadres du MRC, reste encore en prison. Les raisons,
C'est à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également du nouveau siège de l'Assemblée nationale. La Chine met la pression sur le gouvernement camerounais afin de réaliser ce projet où la Chine s'est engagée à construire sur ses fonds propres la nouvelle structure de l'Assemblée nationale, mais très peu de choses avancent jusqu'à cette heure. Nous ferons le point sur ce projet dans le journal de 20h. Et vous suivrez également ce grave glissement de terrain survenu dans le département de la Menoie qui a fait de nombreux dégâts matériels et humains. Et en saison des pluies, ce type d'incident pourrait se multiplier. L'attention des pouvoirs publics est sollicitée par les populations en détresse. Elle s'exprime ce soir dans le journal de 20h. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie équinoxoire. Je vous retrouve dans un instant pour le débrief. Et on aura sur ce plateau un représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Retour sur le plateau équinoxoire, toujours en compagnie de nos invités. Il y a un qui nous a rejoint sur ce plateau. Il est là aussi, il est encore là. Roland Tsapi, Maître Kakak, Elundou est là. Mais le nouveau sur le plateau, c'est Fotin Zodjou du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonsoir Fotin. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir mes co-panélistes et surtout bonsoir aux militants du MRC qui reçoit ce soir une bonne partie de ses camarades ambassiers depuis le 28 janvier. Comment vous sentez 69 qui recouvre la liberté après 6 mois passés à Kondé? Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas se sentir mal après avoir été libéré ou après avoir vu ses amis politiques être libérés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces 69 militants, bien qu'étant en prison, ne se sentaient non plus mal parce qu'ils savaient qu'ils étaient là pour une bonne cause. D'ailleurs, ils ont été arrêtés pour rien, ils ont été enfermés pour rien. Et ce soir, nous ne pouvons que saluer leur retour à la maison. Nous leur demandons de vite se reposer afin de rejoindre très rapidement le mouvement parce que nous avons encore nos cadres qui y sont et il va falloir que nous continuions le travail pour que la quasi-totalité de ce qui est MRC ne soit plus enfermé dans les prisons de ce pays. Donc nous disons bon retour à nos camarades et nous saluons ceux qui sont encore là-bas. Nous leur demandons de garder le courage de rester, je dirais, déterminés parce que ce pourquoi nous nous sommes engagés, c'est parce qu'il va falloir à un moment donné que l'ensemble du peuple camerounais donne son mot pour la gestion de ce pays et seulement pour ça, le MRC est prêt à aller jusqu'au bout. Fotin, rappelez-nous comment les choses se sont déroulées aujourd'hui, cet après-midi. Comment on en arrive là, libéré 69? Oui, juste après. Certains et pas d'autres. Juste après la matinée, on a reçu des équipes venues du tribunal militaire qui ont rejoint la prison centrale de Yaoundé, la prison principale, avec une liste de personnes qui devraient être libérées pour ceux qui étaient enfermés et certains qui, pour ceux qui n'étaient pas enfermés, il y avait d'abord l'arrêt de poursuite. Donc pour ceux qui étaient enfermés, on devait les libérer immédiatement. Pour ceux qui comparaissaient libres, les poursuites ont été arrêtées. Et puis dans la foulée, les militants ont d'abord refusé de sortir de la prison parce qu'ils disaient qu'ils ne savent pas si le président Maurice Kamto, lui aussi, il est libéré. Ils ont refusé. Sauf que, comme vous savez, on les a contraints de sortir. Et de l'autre côté, on a une... Qui les a contraints? On les a contraints, mais ce n'est pas la première fois. On a vu dans ce pays des prisonniers sortis. Par contre, on a vu le feu Lapiro de Banga sortir de Noubert par contrainte. De l'autre côté, il y a une note du président Maurice Kamto qui rapidement a été publiée et lui demandait que tous les prisonniers soient libérés, sauf lui parce qu'il est prêt à assumer les charges qui sont ou seraient retenues contre lui. Et dans l'après-midi, les militants ont été libérés, sauf que les cadres du parti sont restés en prison. Mais ce qui est déjà important dans cette libération, c'est que le tribunal militaire vient de confirmer
je dirais, sa compétence pour traiter le dossier MRC. C'est cette compétence qu'on attendait déjà depuis des mois. Et là, nous savons que le professeur Maurice Kamto ainsi que ses alliés et d'autres cadres du parti pourront désormais voir leur procès s'ouvrir au tribunal militaire s'il faut s'en tenir à ce que nous avons vu aujourd'hui. La journée s'est terminée, nos militants 69 sont libérés et n'iront plus au tribunal. Nos cadres sont encore enfermés et ceux qui viennent de nous rejoindre dans les rangs vont savoir que nous devons ensemble nous mobiliser pour la libération de notre président ainsi que de ses alliés et que désormais justice soit faite. Parce que ce qu'on n'explique pas quand même, c'est que les gens arrêtés le même jour, dans les mêmes conditions, pour les mêmes causes, les uns soient libérés et les autres enfermés. Il y a quelque chose qui attirait quand même notre attention sur les charges qui seraient retenues contre ceux qui sont restés en prison. Pour le cas de Maître Michel Ndoki, on voit tentative d'immigration clandestine. Bon, on a failli éclater de rire lorsqu'on a lu ceci parce qu'on s'imagine, on pense à nos milliers de frères qui fuient la misère dans ce pays et doivent aller mourir dans la Méditerranée ou se faire esclaves en Libye sans que personne ne se soucie de leur cas et que pour une affaire de politique d'élection où les gens veulent rester au pouvoir coûte que coûte, vaille que vaille, on accuse comme ça une brave avocate de tentative d'immigration clandestine. On espère bien que la grande justice panafricaine du Cameroun ira dès demain au Maroc et dans les eaux de la Méditerranée sauver nos frères qui meurent là-bas par immigration clandestine. Bon, nous restons optimistes. Le MRC ce soir pense avoir remporté une seconde victoire. On ne sait pas si cela fait aussi suite à la pression internationale qui s'exerce sur les régimes. Parce qu'il faut quand même rappeler, pour conclure, que tout ce qui se passe actuellement dans cette histoire, c'est que tous ces prisonniers sont des prisonniers politiques parce que ni les 69 militants libérés, ni les cadres du parti, il n'y a rien dans leur dossier, absolument rien dans leur dossier. On accuse Maurice Kamto de destruction des biens publics. On se pose bien la question de savoir quand est-ce que cela a eu lieu. Ok. Joseph-Marie Elundou, une fois de plus, je vais vous demander comment vous comprenez l'acte du vendredi 12 juillet en tant que société civile. Vous parlez de quel acte? La libération de 69. Ouais, vous savez, moi, je classais dans le cadre d'une politique d'apaisement. Je crois que nous avons besoin de ça. D'ailleurs, mais apaisement, il y a les leaders qui sont encore à l'intérieur. Oui, là c'est un problème de timing. Ah, c'est un problème de timing. Comme je vous ai dit la dernière fois, nous sommes en politique. Et ceux qui sont forts gèrent le pays. C'est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir. Ils gèrent le pays. Ils peuvent, pour des raisons qu'on ne nous explique pas forcément, qui ne sont pas surtout toujours des questions de droit. Parce que vous savez qu'il y a un mélange chez nous qui est à la fois juridico-politique, qui échappe généralement au commun des mortels. Et donc ce que nous pouvons dire en tant que société civile, c'est de saluer cet acte d'apaisement. Moi j'ai même proposé, je crois il y a quelques jours, sur ce même plateau, que nous allions vers une amnistie générale. Parce que voyez-vous, la question du MRC s'insère dans un problème de gouvernance globale du pays, où vous avez des questions sécuritaires, vous avez aujourd'hui un dialogue que l'on appelle le tout neveu. Je pense que si on commence à libérer, il faudrait qu'on continue à libérer. Et si nous voulons vraiment aller vers le dialogue, que l'on songe effectivement à libérer ceux qui sont les leaders. Parce que de toute façon, le dialogue va se faire forcément avec les leaders. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus faire l'amalgame. Parce que peut-être que la question du dialogue dont il s'agit aujourd'hui continue à trouver une difficulté à se mettre en place parce qu'on ne voit peut-être pas clair dans les thématiques. Or, d'après mon sentiment, le travail qui se fait par le MRC et sa communication semble positionner le MRC comme étant un problème national. Et donc, il y a une sorte de confusion entre le MRC, parti qui revendique la victoire à l'élection présidentielle,
et les questions sécuritaires du sud, nord-ouest et du nord qui ne sont en tout cas pas liées. Mais je pense que pour se sauver de cet amalgame, de cette confusion, il faut passer par un acte d'apaisement général qui permettra effectivement que tous les citoyens retrouvent leur qualité de citoyens et que l'on aille évidemment vers un dialogue avec les esprits complètement apaisés. Roland Tsapi, professeur Maurice Kamto, et on va dire comme ça, tous les leaders restent en prison. 69 militants sympathisants qui sont libres. C'est un goût d'inachevé? Même pas un goût d'inachevé. Vous savez que le pouvoir aujourd'hui joue sur la politique de l'usure. Le pouvoir sait très bien que la pire des choses à faire, c'est de libérer Maurice Kamto et tous les autres leaders dans des conditions pareilles, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont rentrés dans un piège qui se referme sur eux. Ils savent très bien que l'arrestation de Maurice Kamto et des autres leaders lui a fait plus de bien que de mal. On lui a fait une publicité dont il n'avait pas forcément besoin, parce que vraiment dans ce sens-là, il n'avait pas besoin. Et aujourd'hui, il se rend compte qu'étant en prison, sa cote de popularité a été tellement élevée que s'il sort aujourd'hui comme ça, il ne saurait pas comment bien gérer ça. Maintenant, pour, comme je dirais, faire de l'usure, jouer sur le temps et trouver des moyens pour distraire de temps en temps, on libère d'abord quelques-uns, sans expliquer vraiment pourquoi on les libère, pour essayer de gagner du temps. Parce qu'effectivement, quand vous regardez ceux qui ont été libérés, vous constaterez, comme il disait tout à l'heure, faut-il que des gens qui ont été arrêtés dans les mêmes conditions, aux mêmes heures, aux mêmes endroits, d'autres sont libérés, d'autres ne le sont pas. Et l'exemple que je peux donner là-dessus, parce que j'ai eu à vérifier personnellement, c'est que le garçon qu'on voit dans la vidéo, sur lequel un policier est en train de tirer sur la jambe en disant « marche, alors on va voir, marche, marche », qui s'est retrouvé plus tard à l'hôpital général, incarcéré avec une autre dame qui avait été arrêtée avec lui au même moment. Ce garçon-là, il vient d'être libéré dans la vague, mais la femme qui a été arrêtée avec elle, dans les mêmes conditions, est restée en prison. Et vous savez très bien que ceux qui sont restés en prison, ils pèsent sur eux des charges de rébellion contre l'État, appel à l'insurrection et toutes ces choses-là. Vous comprenez très bien que, en fait, ils sont en train de vouloir donner un peu, après qu'il y ait eu une forte pression au peuple, mais s'ils pouvaient avoir un peu de la manière également, de telle sorte qu'on ne se retrouve pas avec de telles incongruités, ils pouvaient se dire que bon, ceux qui ont été arrêtés, dans quelle position, on les libère juste pour qu'il n'y ait pas ce genre d'amalgame. Donc, ce qui est en train de se faire, nous comprenons très bien que c'est aider à perdre le temps aux Camerounais. On aurait pu économiser tout ce temps pour revenir. Peut-être Maître nous expliquera ce qui va advenir maintenant de ceux qu'on libère aujourd'hui après avoir retenu pendant 6 mois en disant qu'on n'a pas retenu de charge contre eux, et on déclare non, ça veut dire qu'on n'a rien trouvé justement sur ce plateau contre eux. Ça, il va nous et vous voyez comme ça comment pour des raisons politiques, juste pour conserver un pouvoir vacillant, on arrête des Camerounais dont on prive d'une vie normale, dont on prive des familles, de leur profession, on tue complètement une bonne partie de la vie des Camerounais comme ça, tout simplement parce qu'il faut justifier qu'on a le pouvoir, qu'on le détient et qu'on peut l'exercer n'importe comment. Donc franchement, je crois que ça n'a que trop duré. Je pense qu'à un moment donné, le pouvoir, au lieu de penser qu'il va essayer de continuer à distraire le peuple comme ça, il peut se faire harakiri une fois, dire que bon, ok, que cela arrive et libérer tout le monde, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne sait pas pourquoi ceux qui sont détenus restent détenus. Mais justement, pourquoi certains, c'est pas vous qui les avez mis là-dedans, hein, on se comprend. Certains sont libérés, d'autres pas. On utilise des termes non-lieu, libération immédiate, arrêt des poursuites. Bon, ce que je peux déjà vous dire de manière péremptoire, hein, c'est que je n'ai pas tous les éléments techniques pour faire une analyse juridique professionnelle, parce qu'en réalité, c'est une affaire technique. Pour analyser de manière technique, il faut avoir les éléments. Bon, mais ce que j'ai dû suivre là tout à l'heure dans les propos du journaliste,
il a parlé un coup de, j'allais dire, abandon de poursuite ou arrêt de poursuite. Après, il a parlé de libération immédiate. Tout ça, ça crée une confusion, hein, parce que ce n'a pas les mêmes conséquences juridiques. Oui. Si c'est des non-lieux, cela veut dire que ces gens qui étaient détenus et qui sont aujourd'hui remis en liberté peuvent valablement rester contre l'État pour, j'allais dire, détention abusive, détention provisoire abusive. Ça peut arriver. S'il arrive qu'effectivement c'est des non-lieux. Maintenant, si c'est des abandons de poursuite, cela veut dire que c'est l'État, peut-être par souci d'apaisement, qui a décidé de les remettre en liberté. Ce n'est pas la même chose là. Dans ce cas, ils ne peuvent pas rester contre l'État pour réclamer quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, j'attends les éléments techniques, certainement dans les parutions de demain matin, pour mieux apprécier juridiquement la situation. C'est ce que je voulais d'abord dire d'entrée de jeu. Maintenant, sur l'acte en lui-même. Sur l'acte en lui-même, parce que justement, ce dossier... Le Maria Lund doit parler d'apaisement. Voilà, tout à fait. Tout à fait, ces gens-là, ce que j'aimerais faire observer sur ce point précis, c'est que, qu'on le veuille ou pas, ce dossier, professeur Maurice Kamto, MRC et tous les affiliés, tous les alliés du parti, c'est un dossier politico-judiciaire. Donc il y a une dimension politique et il y a une dimension judiciaire. Mais moi je dirais même que la dimension politique est prédominante. Oui. Vous comprenez? Donc, vu sous cet angle, il est possible que le chef de l'État, parce qu'en réalité c'est lui le vrai maître des cérémonies, c'est lui qui a la décision. Il peut dire, écoutez, par souci d'apaisement, vous savez, qu'il rentre là de Genève avec tout ce qu'on connaît, tout ce qui s'est passé là-bas, et certainement les partenaires... On va justement demander, est-ce qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé et ce qui s'est passé? Je ne peux pas affirmer qu'il y a un lien, mais je dis qu'il peut avoir un lien. Oui. Tout simplement parce qu'après ce qui s'est passé avec le fameux, quoi là, la fameuse brigade, la fameuse brigade anti-Sardinat, il y a beaucoup de partenaires de développement qui ont attiré son attention pour lui dire vraiment d'impulser une dynamique d'apaisement. Ça peut être ça. Il peut décider maintenant, j'allais dire, de lancer cette dynamique d'apaisement, mais aller de manière graduelle et peut-être même au cas par cas. Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes tous en prison que certainement on va vous reprocher les mêmes choses. On peut vous arrêter le même jour, au même endroit, mais le fait qu'on met à votre charge, comment ça? Dites-nous, comment ça? Non, ça arrive. Écoutez, vous savez, il y a des situations où on vous arrête en groupe. Il y en a qui sont considérés comme les auteurs. C'est eux qui ont organisé. Oui. Il y en a qui sont considérés comme des complices. Il y en a qui sont considérés comme... Non, en réalité, c'est ça. C'est pour ça que justement, on fait un distinguo entre les cadres du parti et les militants du parti. Le militant du parti ne prend pas de décisions. Les décisions dans les partis politiques sont prises par les cadres. C'est les cadres qui prennent des décisions. Donc on peut estimer ça. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais je dis qu'il est possible qu'on ait estimé que peut-être les militants qu'on remet en liberté ont été induits en erreur par les cas. C'est une possibilité. Mais Roland Tchapi a pris le cas de 2 militants. Et je peux me préciser tout à l'heure. Et puis, maître ne peut pas parler d'apaisement parce que non, vous voyez très bien, il sait très bien qu'ils étaient en détention provisoire. Ça veut dire que l'affaire était encore en information judiciaire. Et maintenant, puisque tout à l'heure tu posais la question de savoir si on a arrêté les poursuites ou bien on a déclaré non, je peux dire tout simplement, pour préciser là, que je peux te dire avec certitude que ce qui est dit dans le document, c'est qu'il n'y a rien de retenu contre eux. Justement. Parce que si on veut parler d'arrêt de poursuite, c'est que déjà on les a inculpés, on les a envoyés devant le juge et c'est après ça qu'on dit que on abandonne le poursuite. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on n'a rien retenu contre eux. Et c'est pour ça qu'on là également, il y a une différence entre ne rien retenir contre eux et abandonner les poursuites. J'ai lu le document. Vous savez, moi je suis juriste. Vous comprenez? La déformation professionnelle fait que je n'aime jamais parler de ce que je n'ai pas pu analyser avec les éléments. Tout ce que nous faisons là, c'est des supputations. Parce que même ce que vous dites, c'est votre parole à vous. On n'a pas d'éléments qui nous permettent d'apprécier. Non, le document est là. Mais j'ai lu le document. Il est écrit sur le document après avoir cité les 69 personnes. Il est mentionné par la suite qu'il n'y a pas d'éléments de preuve pour les inculper. Il n'y a rien qui a été retenu contre eux comme charge. Cependant, c'est ce qui suit. On cite
dont le professeur Maurice Kamto, Michel Ndoki, Célestin Djaouin et autres, et dont on dit qu'il y a des preuves de charge, de complicité à la déstabilisation, à la résurrection, après la résurrection, manifestation, et que ceux-là doivent être envoyés devant le tribunal militaire. Ça veut tout simplement dire que les 69 autres ont été en détention provisoire abusive. Non, écoutez, là justement, oui, maître, allez-y, je pense que sur ce point précis, nous sommes là dans un débat très technique. Oui, et quand le débat devient technique, il faut éviter de dire les choses es nihilo. Moi, je ne peux rien dire de précis là maintenant parce que je n'ai pas les éléments qui me permettent d'apprécier. Mais si je reviens sur ce qu'il disait, à partir du moment où ils ont été entendus par le juge d'instruction, en réalité, ça veut dire qu'ils ont été inculpés. Maintenant, il peut arriver, là je peux vous le concéder, il peut arriver que, au terme de l'information judiciaire qui a été diligentée par le juge d'instruction, que les charges retenues contre eux se soient révélées, comment dirais-je, insuffisantes pour les renvoyer. Parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que quand le juge d'instruction diligente son information judiciaire, il a deux possibilités. S'il estime que les charges ne sont pas suffisantes, il va rendre ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Ça peut arriver que ce soit cela. Mais j'attends voir l'élément pour mieux apprécier. Maintenant, s'il estime que les charges sont suffisantes, comme il semble dire, parce que c'est ce que M. Fauting semble dire, que pour certains, notamment les cadres du parti, on a estimé que les charges étaient suffisantes, dont le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Ça veut dire que ceux-là vont passer devant la juridiction de jugement. Ça veut dire que leur procédure continue. Mais pour le moment, moi je pense qu'il faut qu'on reste prudent. C'est un débat technique et c'est un débat politique. Il faut faire très attention. En politique, il ne faut jamais dire des choses de manière hasardeuse. Moi, je préfère que ce débat soit remis parce que demain matin, certainement, chacun de nous aussi aura les éléments qui vont le permettre de mieux apprécier, de mieux analyser. Parce que là, maintenant... lundi. Non, lundi, si vous voulez, puis nous sommes vendredi. Oui. Mais M. Fauting, je suis de tout cœur avec vous dans cette bataille. Mais évitons de faire des supputations qui vont nous permettre, qui vont nous entraîner sur un terrain très glissant. Moi, je pense que nous ne perdons rien à attendre le... Mais la réalité est que... Nous aurons tous les éléments qui vont nous permettre de mieux apprécier la réalité est que pour montrer qu'il ne s'agit rien de justice dans tout ceci, peut-être de politique comme vous le dites, la réalité est qu'une partie a été libérée et une autre retenue. Arrêtée dans les mêmes conditions. Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai compris. Une parenthèse. Je voudrais simplement vous faire observer que ce qu'on appelle la responsabilité pénale, c'est quelque chose d'individuel et personnel. Chacun je suis d'accord, sauf que... On peut vous arrêter, on peut venir ici nous arrêter. On dit, monsieur Cézalem, c'est vous le gouvernement qui a organisé. Mais je suis d'accord, sauf que... C'est la vérité. Oui, justement. Sauf que nous ne serons pas le même fait qu'on va nous reprocher. Mais je suis d'accord. Lorsqu'on va nous écouter, oui, on écoutera ce que chacun dit. Chacun dit. Et en fonction de ce que tu as dit. Oui, mais il y avait des auditions en groupe. Moi, je pense, monsieur Touque, quand on a un expert sur un plateau, la question du MRC, on peut parler comme citoyen, on peut supputer, on peut déplorer, mais lorsqu'on arrive dans les questions techniques, on est peut-être obligé de se soumettre au regard du technicien. Par exemple, le problème de notre pays, c'est ça, c'est-à-dire que bon, on n'a pas souvent l'habitude d'écouter les techniciens, ça se joue à tous les niveaux, y compris dans l'expertise que nous avons. Moi, je vais simplement dire que j'appartiens à ce que j'appelle la génération des cheveux gris. Je ne suis pas entré dans une boulangerie pour que la farine se pose sur mes cheveux. C'est bien le temps qui a usé mes cheveux. Je les avais tout aussi noirs que les vôtres. J'observe le Cameroun et je suis un peu gêné par la manière avec laquelle les Camerounais observent leur propre pays. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas bon pour le Cameroun. Ce n'est pas bon pour le Cameroun ce qui se passe. Je vous ai dit l'autre jour sur ce plateau et je ne cesserai jamais de le répéter. Nous croyons que nous sommes pertinents. Nous croyons que nous sommes forts en critiquant Biya ou en le combattant ou alors en le soutenant. De toute façon, nous sommes des adversaires parfaitement inutiles pour le pays. Parce que le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est la contre-production, c'est la haine,
c'est le tribalisme, c'est un pays complet qui n'est même plus contrôlé. Tout à l'heure, nous étions sur une affaire de gens que l'on abandonne à dépose pendant 40 ans. Personne ne s'en occupe. Vous avez des villes comme les nôtres, où les citoyens, on ne sait pas si c'est leur ville. Hein? Vous voyez un type qui marche en route avec les pots de bananes, il mange, il jette ça partout. Vous voyez des gens qui se jurent sur les motos. Vous voyez l'intolérance pour que lorsque vous traversez la route, chacun roule dans son sens, on est à gauche, on est à droite, on construit partout. C'est ça le Cameroun que nous sommes en train de construire. Qui est un Cameroun, ma foi, qui n'est pas intéressant pour la jeunesse, que nous on observe. Et je pense que notre jeunesse doit revenir à de meilleurs sentiments. Je parle à notre jeunesse. Je dis et je répète, lorsque nous étions jeunes, le Cameroun n'était pas démocratique. Le Cameroun était un pays où les lois sur la dictature gouvernaient. J'étais en classe de terminale lorsque beaucoup de mes camarades ont été raflés. Je l'ai échappé belle à la cité des Brasseries, où les gens se sont retrouvés à Tcholire, Yoko Mantou, en classe de terminale. On fait 6 ans dans des loges éloignées de leur famille. Certains sont rentrés aveugles et malades. C'était le Cameroun. Des élèves de terminale. Le même cas, de terminale. Ils étaient à Liberman, ils étaient à Saker, ils étaient à Jos, qui ont, je connais les noms, les Mbedi, les Mvogo et tout ça, ont été arrêtés pendant cette période-là. C'est ce Cameroun-là. Ce Cameroun-ci est un Cameroun en mouvement. Mais contrôlons le mouvement. Il est important que ce mouvement, oui, je parle comme un homme de la société qui l'observe avec un minimum d'objectivité. Ce n'est pas mauvais le mouvement. Ce n'est pas mauvais que les gens revendiquent. Ce n'est pas mauvais que les gens se mettent... Mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder et moduler pour éviter les clashs et les situations de conflits généralisés. Parce que tous les conflits généralisés, c'est les pays qui sont perdants de manière systématique. Faut-il tenir à tout prix oui, c'est-à-dire que quand j'écoute le grand frère... Monsieur Elindou, moi j'ai comme l'impression qu'il veut que la quasi-totalité de la population camerounaise porte la responsabilité de notre destruction. Nous vivons sous un système qui a décidé de détruire pour exister. Et seulement pour cette raison, il ne faut pas dire que ce sont les Camerounais qui sont tous à l'origine. Vous pouvez décrier les actes de corruption, mais la corruption fait partie intégrante de ce système. Vous pouvez décrire les actes d'insalubrité avec des ordures qu'on jette partout. À qui la faute? Si les leçons de morale ont été supprimées du cursus scolaire, à qui la faute? La faute ne revient pas au peuple. Je pense que si à un moment donné les gens acceptent de vivre en État, dans un État, c'est parce qu'on pense qu'il doit y avoir des dirigeants, donc des personnes qui doivent conduire la destinée de la nation, et de l'autre côté, un peuple qui, parfois, il faut gérer avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de moralisation. Sauf que dans le cas espèce du Cameroun, c'est pas ça. Le fait qu'il y ait un conflit, ou du moins qu'il y ait la haine d'un côté, et peut-être l'amour de l'autre côté, le fait que vous décrivez tout ceci n'enlève en rien de ce que ce régime a fait de ce pays. Si aujourd'hui les conflits naissent, la haine, le tribalisme, c'est parce qu'on est arrivé à un moment donné de notre histoire où le peuple ne parvient plus à supporter. Okay. C'est le régime qui a bâti cela. Merci. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le MRS, ce ne sont pas les partis politiques. C'est le système qui l'a fait. Merci, et c'est ça qui fait suivre ce système jusqu'à aujourd'hui. Merci Footing. On arrive au terme. Je vais permettre à Maître et à Roland Tapi de placer un mot. Oui, on va compter ses parts. Oui, juste pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui, M. Elindou disait que quand il y a de l'expertise, il faut pouvoir la respecter. Mais il faut tout de même relever qu'aujourd'hui, le système a travaillé de telle sorte que l'expertise soit justement manipulée pour essayer de faire passer des discours sibyllins dans la société pour expliquer finalement l'inexplicable, nous fait croire que même le noir qu'on voit là, il est blanc parce qu'il y a telle chose. Pour dire qu'il est inutile de pouvoir utiliser les subtilités du droit aujourd'hui pour justifier la détention des citoyens qui ont été arrêtés, tout le monde le sait très bien, de manière arbitraire dans la rue. Et que si on veut parler d'apaisement, vraiment, il faut qu'on laisse passer tout cela et qu'on cesse d'utiliser les subtilités du droit pour arriver à ces fins qui, in fine, n'aide pas le pays à avancer comme Elindou le souhaite. Ok. Maître Kaka. Oui, en fait, je vais simplement répondre à mon ami Tchapi que personnellement, quand je viens sur ce plateau, je viens là pour essayer d'éclairer l'opinion et de manière objective.
Vous comprenez? Donc, le problème qui a été posé tout à l'heure, qui concernait la libération des militants du MRC, pour moi, c'est un problème juridique à première vue, mais qui a une connotation politique. Mais du point de vue juridique, je n'ai pas voulu m'aventurer dans des analyses sans avoir les éléments. Vous comprenez? Parce que quand nous sommes sur ce plateau, ce que nous disons ici ne s'arrête pas ici. Tout le monde nous écoute, même à l'international. Vous comprenez? Je ne peux pas dire des choses que je ne peux pas vérifier, sur lesquelles je ne peux pas rapporter la preuve. Donc, j'ai simplement dit, par rapport aux faits qui nous ont été... J'étais déçu tout à l'heure parce que, en réalité, même le papier qu'on attendait n'est pas passé au journal, pour nous donner quand même un certain nombre d'éléments qui pouvaient nous permettre de mieux apprécier. Mais je pense que notre objectif, nous, les experts, quand nous venons, surtout dans un contexte aussi sensible que celui que nous avons maintenant, il faut vraiment avoir le sens de la mesure dans les propos que nous tenons. C'est très très délicat. Et c'est pour ça que pour moi, je l'ai toujours appelé de tout mon cœur, qu'il y ait apaisement. L'apaisement ici ne doit pas seulement concerner le pouvoir, ça doit concerner tous les Camerounais. Parce que ici, nous sommes Camerounais, beaucoup d'entre nous vivent au Cameroun, et tout le monde voit ce qui se passe aujourd'hui, où en réalité, nous nous regardons en chien de faïence dans les quartiers. La situation est très tendue. Donc il faut éviter d'enflammer davantage la situation. C'est pour ça que de mon point de vue, l'apaisement dont nous parlons et que nous souhaitons de tout cœur, M. Foti, c'est une situation qui interpelle tout le monde. Le pouvoir doit opter pour l'apaisement, tout comme l'opposition, tout comme tous les Camerounais que nous sommes. C'est de là que nous trouverons, j'allais dire, la solution qui va nous permettre de sortir de l'auberge. C'est par là que je termine. Merci maître, merci Joseph-Marie Lundu. Merci Roland Tapi, merci à vous, Foti surtout. Merci. Merci également à Georges Sémé. Madame, monsieur, bonsoir. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Koutaba.